Je pense que ce qu'il y a de pire, c'est de croire en rien, c'est-à-dire de croire qu'il n'y a rien. Parce qu'on voit des types, des individus, hommes ou femmes, qui vont, parce qu'ils ne croient en rien, vont fabriquer ce rien. Moi, j'ai visité les enfers quand j'étais ado. Alors, ça m'a bien étonné. Personne, parce que je répète, moi, il n'y avait aucun bouquin qui décrivait tout ça. Donc il y a des démons, mais il y a aussi des anges. Ah ouais. Ah oui, je ne croyais pas du tout que ça. Je croyais que c'était une blague. Mais vraiment, sincèrement. Jusqu'à ce que je m'en tape un. Donc, je disais que c'était un choix de vie. À quoi ça sert ? Écoute, je pense qu'il y a des gens qui véritablement ont la volonté de se souvenir et ça peut leur servir à quelque chose. Je pense qu'il y a des gens qui font des régressions et pour qui ça n'a pas d'impact du tout sur la vie actuelle. Et on s'est posé la question avec cette amie qui s'appelle Sylvia, qui gère mes pages Facebook, de la sincérité, parce qu'elle était passée elle-même par l'expérience. Et elle se posait la question de savoir si elle n'avait pas fantasmer, imaginer des trucs. Et tous les deux, elle m'a demandé de rédiger une espèce de grille d'évaluation de l'expérience, et à la lumière, entre guillemets, de mon expérience personnelle par rapport à ça. Et j'ai énoncé un certain nombre de principes. Et un de ces principes, par exemple, je vais prendre dans le désordre, c'est est-ce que le souvenir continue une fois qu'il a émergé ? Est-ce que des éléments, sans avoir à les chercher, continuent à arriver durant toute la vie biologique. Voilà. Parce que j'ai constaté ça chez moi. À partir du moment où on ouvre une porte, ça y est, ça continue. Ça vient. Est-ce que ça vient modifier le comportement et la personnalité actuelle ? Okay. Est-ce que c'est perceptible par l'entourage ? Moi, autour de moi, dans mon histoire personnelle, j'ai que ça. Voilà. Donc, est-ce que ça vient changer aussi les paradigmes qui sont utilisés par la personne ? À quel niveau ? Si on n'a pas l'ensemble de ces critères et que la personne a fait une régression, on peut considérer que soit qu'elle a fantasmé, soit qu'elle n'a pas voulu en fait en tirer les bénéfices. Oui, c'est vrai qu'on sait qu'avec l'hypnose, on peut aussi avoir des faux souvenirs qui remontent. Tout à fait. Alors moi, je raconte dans le premier livre aussi, je faisais de l'hypnose quand j'étais au lycée. J'étais doué avec mon ami. Oui, t'en parles aussi dans ton livre. Ouais. Donc on était franchement doué. On hypnosait les gens à tour de bras. On les lâchait dans les couloirs en état d'hypnose. Ils se réveillaient tout seuls. C'était n'importe quoi. On faisait n'importe quoi avec ça. On était complètement fous. Tout le monde était terrorisé, à commencer par les surveillants. Et même on avait ce qu'on appelle un censeur et un proviseur. Ils ne savaient pas quoi penser de nous. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. On mettait les gens en transe. Ils y restaient 1 heure ou 2. Les pions passaient. Il n'y a personne qui leur répondait. Ils voyaient bien que les gens étaient en transe. Enfin, on faisait des trucs comme ça. Donc... c'est quand même une période un peu spéciale pour nous. Mais pour nous, c'était de la rigolade. Voilà. On leur faisait défoncer des placards à coups de poing, on leur passait des aiguilles dans les mains. Ah oui. N'importe quoi. N'importe quoi. Mais plein de trucs comme ça. Voilà. Bon, bref. Donc, moi, je me suis rendu compte que c'était un outil qui était questionnable, au moins. Et également dans les processus de remémoration des abductions. Je pense que et Marie-Thérèse de Brosque, dont on parlait tout à l'heure, le souligne aussi, pose la question. Est-ce qu'il y a un biais à utiliser des techniques de ce genre-là ? Moi, je pense qu'il est légitime de se poser la question. Donc, je répète encore une fois, je suis très rationnel. Je pense qu'on doit se poser ces questions parce qu'il y a manifestement des biais quelquefois, peut-être pas tout le temps. Donc, est-ce que c'est utile ? À certaines personnes, probablement. À d'autres, probablement pas. Est-ce que ça reflète la réalité ? Si la personne le ressent profondément et que ça continue à émerger, qu'elle comprend aussi quel est le résultat de ce qu'elle a vécu, et sur Terre et dans d'autres civilisations, et qu'elle voit précisément, mais très précis, parce qu'on le voit précisément, ce que j'ai vécu il y a 30 siècles, ça a tel effet en ce moment. Et là, tout de suite, on voit la connexion. Et là, c'est aussi un indice de vérité. Bon, tu vois ? Donc, j'ai pas de jugement définitif et généraliste sur ces genres de pratiques. Ça se développe depuis Dolores Cannon, mais c'était pas elle l'initiatrice, puisque ça a commencé avec les régressions hypnotiques qui ont eu lieu donc dans les années 60, avec l'histoire de Brie et Murphy. Après, il y a des Américains principalement qui ont développé ça. Et je sais que Patrick Drouot a encore, je crois que vous l'avez reçu. Oui. Il a ramené ça en France, il l'a développé en France. Et je pense qu'il a été un des pionniers à faire connaître ce genre de choses ici en France. Et en ça, son travail a une véritable valeur.
Je vous interromps un instant, je suis désolé, moi aussi je déteste les publicités, mais là je pense que c'est vraiment important de vous dire que cette vidéo, c'est une vidéo qui est extraite d'une interview beaucoup plus longue que vous pouvez retrouver gratuitement sur notre plateforme Masterclass Pure Santé. Si ça vous intéresse, vous avez un lien, vous pouvez découvrir pendant 7 jours gratuitement toutes les vidéos, les formations, tout ce qui se trouve sur cette plateforme. Voilà, je vous embête pas plus et on reprend tout de suite. Donc c'est tout à fait respectable de faire ce genre de choses, ce travail d'information, de communication, de transmission, et de ne pas le garder pour soi. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, tout à fait, oui. Moi, j'ai une autre question qui me vient par rapport à cette réincarnation, finalement, si on se réincarne comme ça, de vie en vie, qui on est vraiment, nous? Qu'est-ce qui reste de nous, de permanent, en fait? Alors bon, dans un premier temps, je ne vais pas répondre à la question que tu me poses, mais je vais y répondre après. D'abord, quand on acquiert la mémoire de ses vies passées, et quand on acquiert la mémoire de vie non terrestre, et quand on réapproprie, et moi ça a toujours été mon cas, la mémoire également des périodes dans lesquelles on n'est pas associé à un corps biologique, parce que ça, c'est aussi une faculté naturelle. Voilà. On acquiert également la connaissance que l'incarnation n'est pas du tout une règle absolue pour qui que ce soit, ni une malédiction. Et on sait pourquoi on est descendu sur Terre, par exemple, et on sait que ce n'est pas une espèce de malédiction, une espèce d'obligation qui nous a ramenés sur Terre. Parce que moi, je me souviens très bien, par exemple, de la préparation de cette vie-là. Je raconte dans Ouragan ma vie d'avant, la période intermédiaire et le retour ici. Voilà, j'ai pris cet exemple-là, l'ensemble de la séquence, pour donner un exemple de ce qui se passe. C'est-à-dire les conséquences de ma vie précédente. J'étais un orphelin, je suis mort très jeune. Le séjour dans un état de conscience qui m'a amené dans un certain endroit, que je décris précisément. Et je donne une anecdote rencontrée à l'université après par rapport à ça. Ensuite, le retour sur Terre avec la réminiscence de cette période-là. Voilà, tu vois. Donc, il y a une forme de continuité. Quand on se souvient de ça, il est important de souligner qu'on comprend que la réincarnation n'est pas une fatalité, ni une obligation. Et en ça, je parlais des bouddhistes et des brahmanes tout à l'heure. Je rejoins, en tout cas des gens comme moi, rejoignent totalement la vision des brahmanes et des Védas, donc des rishis. Le bouddhisme est arrivé après. Quand je parle de ça devant un public d'Indiens, la dernière fois que je l'ai fait, c'était à Pondichéry, ils ont rigolé en disant « Mais le bouddhisme, c'est hyper récent le bouddhisme. C'est des enfants, ils n'ont pas tout compris à tout. » Mais tu vois, on va en arriver à ta question. Donc voilà, je suis beaucoup plus totalement du côté des brahmanes, des rishis et des Védas. Non pas parce que j'ai consulté ces textes, mais qu'on a des grandes conversations avec Shraddhalou, qui est un ami, et qui me dit tout le temps ce que tu dis là de manière précise, c'est exactement ça dans les Védas. Maintenant, on arrive à la question, puisque c'est la question que tu posais, de l'identité réelle. Pour les bouddhistes, comme ils ne considèrent d'après moi que la vision, que la tranche du marécage, dans lequel se construit la personnalité et les corps biologiques, y compris, on va dire, ce que dans certaines situations on appelait l'âme, c'est-à-dire pour moi l'âme, c'est la matière énergétique chargée d'informations. Si on considère que cette réalité-là, effectivement, tout ça, ça n'existe pas. Ça se dissout, c'est un assemblage inconsistant. Et il n'y a pas d'identité derrière ça. Ce n'est qu'un habillage. Par contre, si on élargit son regard et qu'on se souvient de ce qui existait avant l'incarnation et de ce qu'on expérimente en voyageur du corps, qu'est-ce qui se passe lors d'un voyageur du corps? On va prendre une situation précise. On va monter, peu importe, dans un monde inférieur ou un monde supérieur, ou même rester ici. On rencontre une entité. Okay. Qu'est-ce qu'on va percevoir d'abord? Quelle que soit sa forme, la forme qu'elle aborde, puisqu'elle peut aborder toutes les formes qu'on peut imaginer. Elle peut ne pas avoir de forme du tout. On appelle ça dans les textes anciens arupa. Alors en fait, si on veut symboliser, ça va être une espèce de boule de lumière, mais qui peut être presque imperceptible ou très perceptible, comme une aura, mais concentrée dans une boule, avec une infinité d'informations à l'intérieur. Mais elle peut apparaître sous la forme d'un être très petit, je parle géographique, ou très grand. Alors on apprend assez vite, au début en voyageur du corps, à être très impressionné par les gens qui nous paraissent beaucoup plus grands, parce qu'on a le réflexe biologique de se dire, si je m'en prends une, il va me couper en deux. Vous avez des êtres qui vont faire par rapport au corps la reproduction du corps biologique qu'on a dans le corps astral, ils vont être 10 fois plus grands que vous. Donc ça inspire un tout petit peu de respect
au voyageur qui n'a pas récupéré la mémoire, assez vite, on se rend compte que ça n'a aucune importance ni pour le type qu'on rencontre, l'entité qu'on rencontre, ni pour nous-mêmes une fois qu'on a récupéré la mémoire. La taille importe peu. Size doesn't matter. Sans déconner. Hein. Voilà. Et c'est un choc. C'est dans les Men in Black aussi. Hein. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans Men in Black, je trouve. Oui. Il y a un moment, il dit ça, mais je dis, oh, à quel point il a raison. Ils doivent le savoir. Donc, quand on rencontre une entité, qu'est-ce qu'on va percevoir de lui? On va percevoir son harmonique, ce que j'appelle l'harmonique fondamentale. Et l'harmonique fondamentale, c'est comme une musicalité de l'être. Une harmonique, c'est un mélange de sons. Donc, c'est une musicalité extrêmement complexe. Et on sait de manière, parce qu'on a une connaissance directe dans le corps de lumière, on sait que la personne que l'on rencontre a une identité qui est représentée par cette harmonie, cette musicalité, et que c'était la même il y a 100 milliards d'années, quel que soit son parcours, même si elle s'est incarnée 1 milliard de fois. Ça n'a pas changé son individualité de base, son harmonique de base. Et donc, l'identité permanente est là. Elle n'est pas dans le marécage, elle est là. Et ce qu'on comprend aussi, et je vais revenir à ça, c'est que cette identité, cette harmonique, cette musicalité, elle existe de toute éternité. C'est le premier point. Donc elle est à la fois dans la création, dans le créateur, et à la fois indépendante en tant qu'identité. Donc je vais reprendre le terme que j'utilisais tout à l'heure. Éternité, ça veut dire ni début ni fin. Individualité, ça veut dire elle est dans la création, donc elle est connectée à toute la création, elle fait partie de la création, mais elle a une véritable individualité. Et quand j'explique ça, moi, je répète, je n'ai jamais lu les Védas, en ces termes-là, avec Shraddhalou, il me dit c'est exactement ce que disent les Védas. Exactement ça. Donc tu vois, c'est pas parce que moi j'ai le toupet, l'arrogance, parce que je suis un gars qui n'a jamais fréquenté véritablement quelque courant spirituel que ce soit. Et la spiritualité, je m'en fiche totalement. C'est-à-dire, je ne cherche pas à devenir élevé spirituellement, ni à apparaître, quoi que ce soit. Moi, si on me dit que je suis un foutu enfoiré, ça me va très bien. Parce que si je suis à ras le sol, au moins, je ne peux pas tomber plus bas. Donc, moi, c'est la position qui me va le mieux. Voilà. J'ai aucune prétention. Les gens qui me disent que je ne suis pas évolué, mais vous avez raison, et vous ne savez même pas à quel point vous avez raison. Je suis encore plus bas que ce que vous pensez. Donc, l'individualité existe. Mais alors, ce qu'il faut comprendre à l'intérieur aussi de ce processus de création que je décrivais, en dehors du fait que ça soit éternel, mais c'est aussi que la création a créé un nombre infini d'êtres. Donc la création, elle est infinie, elle n'est que pure conscience, elle a créé un nombre infini d'êtres qui sont à la fois individuels et un, mais en nombre infini. Donc il y a un nombre infini d'harmoniques. Et qui sont éternels. Alors ça loge pas dans un cerveau terrestre humain. Non, c'est difficile à concevoir. Ça marche pas. On peut pas. Déjà, les idées d'infini ne sont pas concevables par l'esprit humain terrestre. L'être humain terrestre n'est pas construit pour comprendre ce genre de choses. Alors qu'il y a des mathématiques de l'infini. Les mathématiques, c'est un des moyens d'accéder quand même à des vérités, on va dire, supra-normales, c'est-à-dire au-delà de la normale, au-delà des capacités du physique terrestre. Même, alors je fais une parenthèse, même les physiciens relativistes disaient on sait que ça fonctionne comme ça, mais on ne comprend pas. Okay, le temps, par exemple, l'élasticité du temps, on ne comprend pas. Le principe d'incertitude d'Heisenberg, on ne le comprend pas. Le chat est mort et le chat n'est pas mort en même temps, tu vois, voilà. Et on est extrêmement limité. Mais néanmoins, c'est ce qu'on ramène dans le corps biologique, cette information. Donc, ce que disent les Védas et donc les rishis qui sont réputés... Je vais donner un autre exemple. Si tu tapes Wikipédia, parce que les humains terrestres actuels, je parle de maintenant, 2025, s'ils veulent savoir si quelque chose est vrai, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre leur ordinateur et ils tapent sur le clavier. Et donc, forcément, ce qui est sur Internet est vrai. OK. Je vais prendre cet exemple-là, je continue. Et donc, à un moment, on parle des Védas. On va prendre cet exemple-là. Et on tape sur Wikipédia et on regarde tout ce qui traîne. Et puis, on apprend, on fait l'essai, que les Védas auraient genre 4000 ans. Voilà, tout Wikipédia et tout Internet raconte ça. OK. Ça, c'est la vérité
pour tout le monde parce que c'est sur Internet. Moi, j'ai rencontré les richies. Alors, j'ai même fait un film d'animation là-dessus. Je ne sais pas si tu l'as vu. Ah non, j'ai pas vu. Ouais, je t'invite à regarder sur ma chaîne. Je commence à représenter ce que je connais par des images de synthèse. C'est des films de synthèse, en fait. Ouais. Ces gens-là m'ont invité. Alors, ça s'est passé vraiment. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je me suis retrouvé en leur présence. Ils t'ont invité, c'est-à-dire... Je te raconte en 2 mots, parce que le film me montre ça. Je fais ma première séance de guerre. Ça s'est passé à Perpignan. Moi, je suis souple comme un morceau de bois. Donc, l'idée me prend de faire un peu de séance de yoga. Je ne me fais pas d'idée sur ma capacité à tordre les jambes dans tous les sens. Je me dis, je vais faire du mieux que je peux sans me casser. Tu vois, et les gens qui étaient propriétaires du club se souviennent de ça, de ce que je vais te raconter là maintenant. Je m'allonge et en l'espace de 2 secondes, je me retrouve au milieu de types en pagne avec des petites lampes à l'huile entre les jambes qui m'entourent, comme ça. C'est-à-dire ma conscience est passée de 60, 80, 90, 100% avec eux. J'ai perdu totalement conscience de la salle de yoga. Je n'ai pas bougé pendant 1 heure. Du tout. J'étais plus là. Donc, je vois ces types autour de moi qui se marrent. Des mecs maigres avec la peau foncée, tu vois. Bon, on l'a représenté comme on a pu dans le film d'animation, parce que je n'avais pas donné tous les détails à ceux qui ont fait le truc. Et ils commencent à m'expliquer, en langage universel, qui sont à l'origine de ce qu'on appelle les Védas. Alors moi, j'ai du respect pour rien ni pour personne, c'est terrible. Hein. Je leur dis, mais sans déconner c'est ce genre de truc, tu vois. Mais je fais ça aussi lors des voyageurs du corps. Hein. Voilà, j'ai pas de respect a priori. J'ai du respect naturel, mais j'ai pas de condescendance. Enfin, tu vois ce que je veux dire. J'aime bien rigoler. Je leur dis, vous devez être super vieux, les mecs. Hein. Et donc, ils me donnent l'information que, en fait, à la base, les Védas, ça a en gros 8000 ans. Bon, je reviens là-dessus. 8000 ans, c'est pas 4000 ans. Je parle de ça avec Shradalu. Je lui dis comme ça, pour moi, juste comme on dit ces vieux types qui ont communiqué avec moi dans un autre présent. J'arrive pas à comprendre comment c'est possible. D'ailleurs, j'aurais dit sur le coup, je dis, mais on est où là? Il se passe quoi? Comment c'est possible? Et il m'explique des trucs. Bon, bref. Shradalu me dit, mais 8000 ans, c'est ce qui est dit aussi. Les Védas n'ont pas 4000 ans, mais 8000 ans. Donc, tu vois, comme 2 informations issues d'expériences différentes, disent la même chose. Shradalu me dit, mais je suis d'accord avec toi, c'est les Védas ont 8000 ans, ils n'ont pas 4000 ans. Tu vois, je referme la parenthèse. Il y a quand même beaucoup de choses qui concourent à montrer qu'il y a, en tout cas, une causalité commune à tout ça. Tu vois. Et puis tu parles aussi du corps astral, du corps de lumière. Ça, c'est quelque chose qui persiste aussi après la mort. Oui, alors ce genre de détails, c'est très facile. Ouais. Ce que tu vois après, bon, le corps physique se détruit. Bon, tant mieux, parce que c'est un sacré bout de viande. Hein. C'est d'une mocheté. Bon, bref. Les structures énergétiques se désagrègent aussi, parce que c'est de la matière physique. Je raconte dans Ouragan quelque chose de précis par rapport à ça, puisqu'on arrive dans une chambre d'hôpital, et le médecin nous dit, bon, le mec que j'appelle Pépère, on vient sortir genre mercredi ou mardi, tu vois, on est le week-end, on est samedi, on vous le rend mardi, mercredi. Donc on rentre dans sa chambre, on est rassuré, l'autre il dort dans son lit, Pépère, Papinou, hein, j'appelais comme ça aussi. Il a l'air de dormir, tranquille et tout ça, et puis je regarde le type, puis machinalement, parce que comme tu disais tout à l'heure, je regarde aussi l'état énergétique du bonhomme, et je dis, merde. Je suis en train de se barrer en sucette dans tous les sens. Donc, je dis aux personnes qui étaient avec moi, on était assez nombreux, je dis, il est en train de mourir. Et je dis, vu l'état de la décomposition du champ d'énergie, c'est 3 jours. Et c'est terminé. Donc, on retourne d'Arda voir le médecin, c'était une jeune interne. On lui dit, mais vous êtes sûr de ce que vous nous dites, là? On dit, non, il a simplement une petite atteinte respiratoire, j'assure, mardi, mercredi, il sort. Très affirmative, hein, c'était une jeune interne. Donc, on retourne. Moi, je regarde à nouveau le truc. Je dis, mais non, il est en train de mourir. Hein. Désolé. Puis, alors, je sonde Pépère. Et là, je vois le bordel. Donc, il est en lutte contre la mort. Et il le sait. Il est conscient. Il a des gènes dans la gorge. Il est très angoissé, etc. Donc, je refonce voir les infirmières. Je dis, vous ne pouvez pas lui donner des anxiolytiques et lui faire une intubation parce qu'il y a des trucs qui gênent dans la gorge. Tu vois. On a bataillé avec ces gens-là tout l'après-midi. Bon, tu as lu Ouragan. Hein, bon, c'est les gens qui y ont. Ouais. Et puis... l'interne, qui était là assez souvent, maintenait qu'il allait bien et qu'il ne fallait pas lui donner l'anxiolytique. Ça risquait d'altérer sa faculté de retrouver ses dispositifs respiratoires. Elle n'a pas voulu, dans le premier temps.
Et puis à la fin de la journée, elle nous a littéralement convoqués, elle nous a dit il va mourir. Alors je dis mais qu'est-ce qu'elle nous a raconté toute la journée? Et là, bon, j'ai une boule d'informations, je lui dis qu'est-ce qu'elle a dans la tête cette fille? Et là, je me suis rendu compte qu'elle était en train d'appliquer un protocole qu'elle était en train d'apprendre en fac de médecine. Et que cette fille-là, elle paniquait devant la mort. Comment annoncer aux familles le truc? Ça doit être progressif, truc machin. Tu vois? Alors, je ne l'ai pas accablé, je ne lui ai pas dit mais putain, mais pourquoi vous nous avez raconté des bêtises toute la journée? C'est quoi ça que vous avez dans la tête? C'est appliquer votre cours de médecine à la noix, votre cours de psychologie à la noix? Je lui dis bon, allez, elle a un boulot difficile, on va laisser tomber cette affaire-là et on va s'occuper de Pépère. Voilà. C'est raconté précisément dans l'ouragan. Et il y a de multiples témoins de ça. Hein. C'est-à-dire, je répète, on peut penser que c'est des fantasmes, mais on arrive, je répète, imaginez, c'est un fantasme, je ne vois pas le champ d'énergie ni l'aura. On rentre dans la chambre d'hôpital, le personnel médical nous dit qu'il est en bonne santé, qu'il va sortir dans 3-4 jours. Je regarde le type, je dis il va mourir. C'est certain. Je donne le temps. 3 jours. Et c'est moi qui ai raison. Comment on explique ça? Voilà. Alors ça par contre, ça répond pas tout à fait à ma question par rapport au, au corps astral. Le corps astral, alors... Qu'est-ce qui se passe justement quand la personne meurt? Alors, quand la personne meurt, ça se passe en général très bien. C'est des structures énergétiques qui se dissolvent. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, et je l'ai vu encore avec Pépère, c'est qu'avant la mort, on va dire biologique du corps physique, généralement, la personne s'en va. Pourquoi? Parce que plus les structures énergétiques se délitent, plus il est facile de s'en détacher. Ça, c'est une des lois fondamentales que j'explique à mes étudiants pour les sortir du corps. Donc, le champ d'énergie ne colle plus. Donc, barre-toi, quoi. Et ne participe pas à ta mort. Voilà. Donc, beaucoup de gens ne participent pas à leur mort. Même s'ils en ont l'air, ils sont plus là. OK. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Il y a, à mon avis, pas beaucoup d'intérêt à participer à la mort du corps biologique. Dès que vous pouvez vous barrer, barrez-vous. Et là, je répète ce que j'ai expliqué aussi. De mon point de vue, et sous contrôle médical, c'est là où la pharmacopée qu'on a à notre disposition pour éliminer la souffrance physique et psychologique doit être utilisée. Parce que là, il n'y a pas de conséquences négatives. C'est pas comme si le mec il se droguait avec des drogues dures depuis 40 ans. Non, c'est pas vrai. C'est totalement différent. Là, les structures énergétiques, on ne va pas les altérer durablement. Elles sont déjà foutues. Elles se barrent en sucette. Parce que le problème des drogués, c'est qu'ils vont altérer leur système énergétique. Et ça aura des répercussions aussi sur le corps astral. Et ils vont conserver ça après la mort du corps biologique. Okay. Ils vont conserver une structure énergétique qui va les maintenir en ancrage dans le monde physique et qui est très altérée. Mais une de leurs caractéristiques, c'est de rester ancré. Et je répète, ce qu'on voit souvent dans les grandes villes, dans le voyageur du corps, en dehors des dormeurs, on va voir des criminels et des drogués, principalement. Et des gens qui sont très attachés aussi à ce qu'ils possédaient ou ce qu'ils connaissaient sur Terre. Mais on voit quand même beaucoup de drogués, d'ex-drogués qui continuent d'ailleurs à essayer de se droguer par l'intermédiaire des humains terrestres qui se droguent. Donc ils poussent les gens à se droguer. Et ils arrivent à prendre un peu de... Oui. Ils essaient de pénétrer le corps. Quand le système énergétique est bien atteint par la boisson, par la drogue, tout ça, il y a un déchirement. C'est un peu comme une fermeture éclair. Et ils rentrent là-dedans. Voilà, ils essaient de profiter des effets de la drogue ou de la sexualité ou de l'alcool, ou de tout en même temps. Okay. Alors, si les gens savaient, ça les calmerait tout de suite. Hein. Mais alors pour la personne qui n'a pas ces addictions et donc qui meurt, elle va sortir de son corps comme toi tu sors de ton corps finalement, sauf qu'il n'y a pas la corde d'argent pour la retenir. Alors la corde d'argent, si tu veux, c'est le système énergétique. C'est une des... En fait, la corde d'argent, elle n'existe pas en elle-même. Je vais t'expliquer. Parce que là, je veux dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il m'a dit le contraire tout à l'heure. Donc en fait, la corde d'argent se constitue quand les deux systèmes énergétiques, qui sont le système d'incarnation, se désengagent l'un de l'autre. Il y a une forme de continuité, exactement comme si je trempais ma main dans du miel chaud, je tire et puis il y a des filaments qui se créent. Donc en fait, on a dans le corps astral une structure de nadie aussi, énergétique. Dans le corps biologique, attaché au corps, on va appeler le système B, le système A, dans le corps biologique, on a un système équivalent. Les deux sont emboîtés et fusionnés quand on est dans l'état dans lequel on est tous les deux en ce moment. Dans les voyageurs du corps, les deux se défusionnent et il y a une continuité qui se crée. C'est la corde d'argent. Mais elle n'est pas active, elle n'est même pas visible, entre guillemets, quand les deux sont fusionnés. Elle se crée que quand il y a séparation. Tu vois. Voilà, donc, quand tu sors hors du corps, l'ensemble du système énergétique, et donc y compris la corde d'argent, parce que c'est l'ensemble du système d'incarnation qui est énergétique, qui se désagrège, ça prend 2, 3, 4 jours, suivant les gens. Ah, donc les gens restent encore... Alors je répète, ça dépend de la manière dont tu meurs.
Si tu meurs d'un foutu cancer généralisé, évidemment, ton système énergétique est déjà bien abîmé, donc ça va aller beaucoup plus vite. Mais si tu meurs d'un accident de la route et tu es en pleine forme, comme c'est ton cas actuellement, eh ben là, tu as un système énergétique qui est en pleine forme, donc tu vas avoir tendance à rester plus longtemps dans le monde physique. Profites-en pour visiter la planète. Il y a une fois, j'étais assez jeune, j'ai cru que j'allais mourir, hein, j'étais vraiment mal en point. Et j'étais persuadé de ça. Je me dis, tiens, j'ai quelques points que je n'ai pas encore visités sur la planète en voyageur du corps. Je vais essayer de rester le plus longtemps possible pour visiter ces points-là avant de remonter vers. Là, on ne choisit pas. Tout d'un coup, on est aspiré ou on monte. Alors, c'est l'état de conscience qui va... c'est véritablement l'état de conscience qui est le résultat de tout ce que tu as vécu durant ta vie biologique et surtout de ce que tu as fait. Parce que les gens... ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est que ce n'est pas ce que l'on croit qui importe. Alors, il y a des religions scélérates, la plupart des religions sont scélérates. Hein. Donc, il n'y en a pas une pour acheter l'autre, honnêtement. Tu vas en Thaïlande, je prends un exemple. Hein. Bon, j'ai l'habitude de taper un peu sur le bouddhisme, mais normalement, si tu touches la tête d'un moine, c'est passible de peine de prison, voire de peine de mort. Bouddhisme, hein. Sympa, hein. Ok. Donc, il n'y a pas eu que l'Inquisition ou les trucs des fanatiques islamiques. Hein. C'est assez général à cette humanité. Les religions sont scélérates. Elles sont mensongères et scélérates. Bon. Mais c'est pas ce que tu crois qui compte. Parce que dans n'importe quelle communauté, et on a vécu des époques obscures, nous, dans le christianisme, hein, très obscures même. On a eu l'Inquisition, mais on a eu les croisades, on a eu le massacre des gens en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Les autochtones, ils s'en souviennent encore. Hein. C'est pas ce que tu crois, c'est ce que tu fais qui compte. Donc, ce que tu as fait durant ta vie a produit un état de conscience. Et même si tu as cru en des absurdités, tout le monde croit en des absurdités sur cette planète, c'est la planète des singes, c'est n'importe quoi. Donc, très vite, tu comprends que tout est faux. Mais il faut assister à ça. Hein. Le mec, il est dur comme fer dans sa religion, bouddhiste, islamique, juive, machin. Il sort hors du corps. Je te la fais courte, hein, pour que tu comprennes. Ah bah... Oh merde, regarde ses mains. Oh là là, il commence à retrouver la mémoire. Ça tu l'as vu, toi Oui. Oh là 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 là. Oh là, je me barre d'ici. Terminé. Alors ça, c'est pour, on va dire, 90% des gens. Ils dégagent. Alors, ils vont souvent dans une espèce de zone intermédiaire que j'ai visitée. Alors, il y a plein de zones intermédiaires dans lesquelles ils se réhabilitent, si tu veux, ils se remettent dans le coup. C'est la rééducation. Ils arrêtent d'être vieux, par exemple, ou d'être malades. Et moi, j'en ai observé quelques fois comme ça. Ouais. C'est une rééducation, mais super soft. Ils se regroupent par similarité. Ça, c'est la loi d'attraction. Là, pour le coup, ça marche. Des gens qui sont dans la même condition se retrouvent. Alors, moi, j'en ai observé des troupeaux comme ça de temps en temps, dans des endroits magnifiques. Et moi, j'aime bien les observer à distance, pas me mêler d'eux, tu vois. Donc, je regarde comment ça se passe de temps en temps. Mais c'est touchant. Ils redeviennent des enfants. On peut rester enfermé dans des croyances qu'on a trop fortes et croire à nos croyances, même une fois qu'on est mort. Ouais. Alors, je crois que, je parlais des religions et des systèmes de croyances, mais il y a bien pire que ça. Je pense que ce qu'il y a de pire, c'est de croire en rien, c'est-à-dire de croire qu'il n'y a rien. Parce qu'on voit des types, des individus, hommes ou femmes, qui vont, parce qu'ils ne croient en rien, vont fabriquer ce rien. Et donc, ils vont être entourés d'une espèce de nuage noir épais, quasiment impénétrable. Ils ont fabriqué le néant, et ils l'ont vraiment créé. Il est solide, hein, il est difficile à percer. Impossible, je dirais. Et tant qu'ils le construisent avec cette force-là, eh bien, il reste, Dieu sait où, là, pour le coup, mais souvent dans les mondes inférieurs. Donc, il vaut mieux croire dans une religion débile, dans laquelle, au moins, il y a une trace de vérité du style il se passe quelque chose après la mort. Ça donne beaucoup plus de chances de s'en sortir que de croire en néant. Bon, c'est un petit conseil. Donc, croyez n'importe quoi, si vous voulez. C'est mieux que de croire en rien. Ok. Mais après, vous verrez pour le coup que... Vous allez retrouver la mémoire. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe ? D'abord, le phénomène, il n'est pas linéaire. Il y a des gens qui vont... Alors moi, par exemple, quand je suis mort dans la Rome du 1er siècle, j'ai vécu une vie à peu près complète, comme ça, voilà, jusqu'à, on va dire, la petite 70aine. Et sans avoir aucune connaissance de ce qu'il pouvait y avoir après la mort, etc. Donc, j'ai eu une période de flou dans laquelle j'étais dans une espèce de rêve. Et j'ai fini par me réveiller au-dessus de ma tombe, mais genre, il s'était écoulé pas mal de temps.
Et au point que ma tombe était devenue quasiment invisible. Mon corps est enterré, et il est toujours enterré, à mon avis, près de la Villa Pamphile, dans ce qu'on appelle l'ancien cimetière. Il est là, il est encore là. Tout comme mon corps de Grèce, je sais où il est. T'as pu te rendre sur les... Oui, je me suis rendu sur les sites où je suis mort, quelquefois. Donc je sais, par exemple en Grèce, je sais que si on creuse à tel endroit, on va trouver mon corps. Et je connais certaines caractéristiques de ce corps parce que j'ai un médaillon qu'on doit encore retrouver si on creuse au bon endroit. Donc voilà, c'est chaud quand même. c'est chaud. Et donc il y a eu une période comme ça de flou, et puis à un moment tu te réveilles. Alors, quelquefois les gens se réveillent parce qu'il y a vraiment une fluctuation de l'état de conscience qui peut s'apparenter à du sommeil ou du cauchemar pour certains, qui va les emmener ici ou là. Et à un moment, ils réémergent. Alors, pour beaucoup, ils réémergent tout de suite. Ça se passe bien. Ah, oh, mais j'ai rêvé toute ma vie. Je te la fais quand même, comme ça. Oh là là là, mais comment c'était possible que j'ai rêvé toute ma vie? Bon, allez, je retourne, hein, je dégage. Hop, il est bon. Voilà, c'est 90% des gens, 95% des gens. Vous n'avez pas besoin de passeur d'âme. Hein. Ça va bien aller. Donc, pour d'autres, l'état de conscience était particulièrement difficile à gérer et ils ont fait des choses pas très sympathiques. Et là, soit c'est le maintien dans le monde physique, soit c'est le maintien dans une sphère de réalité dans laquelle ils vont reconstituer leur système de croyance. Moi, j'ai visité des endroits... Monroe raconte la même chose, mais j'ai visité aussi ces endroits consensuels dans lesquels les gens, par exemple, ils croyaient les témoins de Jéhovah, par exemple, ce genre de trucs, ils reconstituent dans les autres mondes. C'est comme ça. Hein. Tu visites des créations, des gens qui ont cru à beaucoup de choses, tu visites dans les univers à proximité. On est encore dans les mondes de la croyance. Tu as des belles églises, par exemple. Voilà. Bon, on va prendre ça. Et puis, tu as des gens qui traînent dans le coin en attendant que ce qui est dit dans les Écritures se produise. Et puis, bizarrement, tout le monde se sent bien, tout le monde est d'accord avec tout le monde, parce qu'ils sont tous semblables. Hein. Et puis, ils se disent, mais merde, il se passe quoi? Où est Dieu? Où sont les anges? Bon, voilà. Au bout d'un moment, il y a quelque chose qui se passe pour les individus. Ils disparaissent et à ce moment-là, les autres pensent que l'autre s'est ascensionné, quoi, tu vois, dans les Écritures. Bon. L'autre, il a simplement compris à un moment donné que tout ça, c'était la foutaise, il a retrouvé la mémoire, et donc il sort de l'endroit. Non, mais bon, c'est comme ça. Par contre, tu as d'autres profils qui ont été particulièrement en action néfaste pour l'éthique universelle. Il n'y a pas de jugement, là, et ils descendent dans les enfers. Alors, moi, j'ai visité les enfers quand j'étais ado. Alors, ça m'a bien étonné. Personne, parce que je répète, moi, il n'y avait aucun bouquin qui décrivait tout ça. Moi, j'ai vécu tout ça à partir des années 50. Donc, je n'avais pas connaissance de ça. Il n'y avait pas Internet, comme tu sais. Et il n'y avait pas de bouquin autour de moi qui décrivait ça. Donc, la fois où j'ai visité un monde inférieur, je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais je n'ai pas eu peur. D'accord, je me suis retrouvé dans une espèce de glu, dans un monde très obscur. Et mon voyage a duré 11 heures chrono par rapport au corps biologique. Heureusement que ma mère n'est pas venue taper à la porte de ma chambre. Voilà, donc 11 heures, c'est mon record pour l'instant. Voilà, 11 heures. Et ça m'a paru durer 1 heure, 1 heure et demie, un truc comme ça. Voilà, c'est subjectif aussi, la perception du temps. Dans lequel j'ai fait des efforts terribles. Donc c'est comment là-bas? Très sombre. Là où je suis allé. Là, mais encore très sombre, pas de couleur jolie, pas de bleu, pas de violet. Les teintes dominantes, c'était un vert vraiment dégueulasse, de l'orange, du jaune sale, une espèce d'obscurité pesante, beaucoup d'inertie. J'ai eu beaucoup de mal à me déplacer, même pour faire ça, avec mon corps de lumière. Ça a été un effort terrible. Il y avait une espèce de petit muret, il y avait des constructions un peu plus loin, et puis je devinais la présence d'êtres qui étaient les résidents naturels de cet endroit-là. Je pense que pour faire l'équivalent de 10 mètres, j'ai dû dépenser l'énergie de 3 marathons. C'était un truc de fou, je ne m'attendais pas du tout à ça. Ça a traumatisé mon corps biologique quand je suis revenu. Il y a eu des traces pendant... je ne savais pas ce que c'était que le handicap total, quoi, tu vois. Et donc, j'ai ramené l'information de mon corps biologique, il a gardé le souvenir vif pendant des mois et des mois. Et quand j'ai bougé mon corps physique, là, j'étais quand même habitué au corps de lumière. C'est génial, ça bouge dans tous les sens par rapport à ce que je venais de vivre. Donc, les mondes inférieurs existent et les types qui ont vraiment fait des... c'est pas du tout de la morale hein, que j'explique, qui ont vraiment fait des sales trucs. Et il y en a, hein, ils vont avoir droit à une petite visite là-dedans. Et c'est franchement pas un endroit agréable. C'est un euphémisme. Et c'est franchement un endroit où tu peux passer beaucoup de temps. Alors, comment je le sais? Les types que tu rencontres, tu les sondes. Hein. Voilà. Donc, tu as beaucoup d'informations. Franchement, on les envie pas. Mais donc, il y a bien une notion de bien et de mal sur Terre dans ce qu'on fait, dans nos actions. C'est pas sur Terre, c'est une loi universelle. Okay. Notre état de conscience est le résultat de ce qu'on a fait.
en résumé. Mhm. Et notre état de conscience, une fois qu'on est libéré de l'ancrage, c'est un peu comme une prise qu'on a quelque part. Quand on lâche cette prise, on doit la lâcher à un moment, on va aller tout droit là où nos actions nous ont prédestinés. Donc l'éthique, c'est pas une construction Non. sociale. Non, il y a une véritable éthique universelle. Alors évidemment, l'éthique qui est basée sur des religions scélérates n'a aucune valeur. Par exemple, ne pas manger ceci ou cela, c'est débile. Ça n'a aucun... Mais par contre, torturer son prochain, même si c'est recommandé par la religion, ou le tuer, ou le couper en morceaux, ça peut être recommandé par la religion, mais ça va te conduire en enfer. Ça, c'est certain. Peu importe ce que tu crois, c'est ce que tu as fait qui compte. Et donc, il n'y a personne qui va t'amener là-bas. Tu vas y aller tout seul. Parce que la haine que tu portes en toi va t'amener aux enfers. Parce que les religions parlent de jugement dernier, les expérienceurs de mort imminente parlent de revue de vie, où ils se jugent eux-mêmes par rapport à leurs actes. C'est quelque chose qui se produit. Oui, bien sûr. C'est ça. Ça peut se produire à différentes étapes, d'ailleurs. Ça peut se produire même juste avant la sortie du corps biologique, ou juste après. Et c'est en fonction de ça qu'on va aller plus ou moins en bas ou en haut. Non, c'est pas en fonction de ça. C'est en fonction de ce qu'on a fait. D'accord. C'est pas en fonction de on va dire de l'inventaire. Mais c'est pas un moment facile. Moi, je sais qu'au moment de l'inventaire, il y a des trucs. Pourtant, je suis pas un criminel, mais bon, je me prépare un peu en disant ce que j'ai fait, je l'ai fait. Tu as parlé des morts par maladie et par accident. Comment ça se passe pour les personnes qui se suicident? Est-ce que c'est pareil? Alors, honnêtement, pour répondre à cette question, il faudrait que j'ai un échantillon représentatif de 1000 personnes, de 10 000, et que je les suive du début à la fin. Bon. Non, je n'ai pas cette expérience-là. Par contre, j'ai vu un certain nombre de cas comme ça, et je vais essayer d'utiliser ma raison aussi. Tu vois, parce que la raison, c'est quand même un outil qu'on a à notre disposition. Moi, ce que je considère, c'est qu'on ne peut pas dresser de généralité. C'est que le type qui se suicide parce qu'il est dans une souffrance atroce, dans une que ce soit psychologique ou physique ou les deux en même temps, c'est pas du tout la même chose qu'un ado qui se suicide parce que son amoureux l'a plaqué. On peut comprendre par la rationalité, par la raison, par la logique, que c'est pas exactement le même scénario. Tu vois ? Donc les conséquences de choses qui ont une origine très différente vont être très différentes les unes des autres. Donc, là, je vais un peu à l'encontre de ceux qui prétendent avoir tout compris à tout. Moi, je n'ai pas tout compris à tout, mais j'ai compris une chose, c'est qu'on ne peut pas généraliser non plus ce genre de sujet. Et je reviendrai à la loi fondamentale, c'est quoi l'état de conscience à la base ? On a quand même beaucoup de gens qui se suicident parce qu'ils sont dans un état de désespoir profond. Et moi, je ne pense pas que ces gens-là ils aient à souffrir de ça. Voilà, bon, c'est mon avis. Mais ils ne le méritent pas. Donc, ce n'est pas ça qui arrive. Voilà. On entend aussi que dans les cas de mort brutale, il faut parfois plusieurs jours pour que les personnes se rendent compte qu'elles sont mortes et qu'elles continuent à vivre comme si c'était rien passé. C'est marrant, ça. Ils savent pas qu'ils sont morts alors que ça crève les yeux. Mais alors, il y a aussi des variantes, c'est-à-dire ils le savent, mais ils le savent pas. Ils l'admettent pas. Ah. Mais t'es mort. Je te la fais, comme ça. Oui, je sais. Mais qu'est-ce qui se passe avec mes dossiers au bureau? Mais t'es mort, t'en as plus rien à faire. T'as essayé de convaincre certaines personnes de leur... Ça m'est arrivé des fois. Bon, voilà. Laisse tomber ton truc. Alors, je vais prendre un exemple. Un jour, je fais une sortie comme ça, et puis il y a une entité qui me dit « Tu devrais rester dans le coin parce qu'on a un truc à te présenter. » Je dis « Moi, j'aime pas qu'on me donne des conseils sur ce que je dois faire ou pas. Je suis un sale gamin. » Et donc, on va dire, depuis quelques années, je me dis, pourquoi pas. Et puis, je me rends compte qu'en fait, c'est intéressant quelquefois. Souvent, toujours. Et que j'étais obstiné, que je voulais toujours me balader, moi, et que j'en ai rien à faire d'apprendre quoi que ce soit. Bon, bref. Et puis, c'était quoi, il y a une dizaine d'années, même pas. Et donc, je fais un voyage hors tour. Je me retrouve dans une petite ville française. Et il y a une entité qui se pointe, qui me dit, on aimerait bien te expliquer quelque chose, te montrer un exemple. Je commence par me braquer en disant si tu pouvais aller te faire mettre, ça serait pas mal. Ils sont habitués, ils me connaissent, ils me prennent pas mal. Et donc il me dit il me montre un type qui vient de mourir, qui était un responsable d'une agence immobilière, qui avait à peine 40 ans ou quelque chose comme ça.
et qui n'admettait pas ça, ce que je viens de te dire, d'être parti d'un coup, parce que ça ne prévient pas, et de laisser ses dossiers immobiliers au bureau. Et donc, je l'ai suivi un moment, je ne suis pas intervenu, hein. J'ai regardé comment il réagissait, comment il circulait dans le coin. Et il était obsédé par son boulot et ce qu'il avait laissé. Alors, je sais que ça n'a pas duré longtemps, mais c'était assez rigolo, en fait, hein. Le mec, il pense à ses dossiers, tu vois, il vient de mourir. Alors, bon, il y a aussi la femme, les enfants et tout ça, mais enfin, tu te rends compte que le centre de sa vie, c'était ses dossiers de son agence immobilière. Tu vois, c'était sa raison de vivre. Donc, tu emportes ça de l'autre côté pendant un moment, jusqu'à ce que ça dissolve. Alors, il y a des entités qui peuvent arriver en disant, attends, est-ce que tu penses que c'est vraiment important? C'est plus important maintenant. Le gars, il revient sur son truc, sur son obsession. Il dit, mais j'ai pas fait ça, j'ai encore ça à faire. Et puis, au bout d'un moment, ça passe. Il finit par dire, qu'est-ce que j'en ai à faire, au fond? Mais c'est pas forcément immédiat, tu vois. Il faut qu'il se décramponne de ça. C'est ce que j'appelle l'attachement. Donc, il y a un moment, le mec, il décide de se détacher, soit par compréhension, soit par lassitude. De toute façon, j'y peux rien. De toute façon, il voit ses héritiers se déchirer pour gagner un petit peu d'argent. Il voit, en fait, qu'il est remplacé, par exemple, dans le cas de ce type-là. Je ne suis pas resté longtemps avec lui, hein, voilà, quelques minutes. Il y en a qui restent aussi volontairement auprès de leur famille parce que... pour les soutenir, ou je sais pas, parce que c'est trop difficile de quitter ses enfants, sa femme. Oui, c'est des choses qui peuvent arriver. Ouais. Enfin, honnêtement, il doit qu'il se barre le plus vite possible. Là, tu disais qu'on t'a emmené quelque part. Est-ce que tu as toujours le choix d'aller où tu veux quand tu sors de ton corps, ou est-ce que ça t'est arrivé d'être forcé ou d'être dirigé quelque part contre ton non. Si je veux faire des statistiques, dans 95% des cas, je vais où je veux. C'est-à-dire, je sors, et j'ai appris depuis longtemps que c'est au moment où je suis sorti que je vais décider ce que je fais. Genre, les plans que tu as fait avant, tu les laisses tomber, hein, quels qu'ils soient. Donc, je sors et je lui dis, je fais quoi? Bon, allez, je monte, je prends un peu d'altitude. Puis alors, tu sais, t'as pas de limite de vitesse, t'as aucune restriction. Alors, tu t'imagines, hein, moi, c'était depuis longtemps mon protocole. Allez, je sors, je sors de la chambre, je sors de la maison, hop, je suis là. Allez, je monte 400 mètres, à peu près. Allez, je monte 5 km. Et là, tu te dis, bon, je vais par où? Mais c'est comme ça que ça se passe. Vers l'Asie, vers l'Afrique, vers les pôles, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et puis là, des fois, il arrive des trucs. Tu vois une trouée dans le ciel, ce genre de trucs. Mais s'il ne se passe rien, tu dis, je décide, et là, je pars là. Donc, tu penses à un endroit et tu t'y trouves. Alors, il faut faire gaffe. Les voyageurs débutants, ils pensent à un endroit, ils y sont. Donc, moi, j'aime bien avoir une vitesse. Donc, j'ai appris avec le temps à avoir une vitesse. C'est-à-dire, même 1000 km par seconde, c'est une vitesse, c'est une petite vitesse. Donc, prendre le temps du voyage. Voilà. Donc, j'aime bien circuler, de voir défiler les paysages, les montagnes, machin. Voilà. Tu profites du paysage, tu profites du voyage. 95% du temps, c'est ça, c'est la totale liberté. J'ai appris, il y a quelques dizaines d'années déjà, à changer de dimension. Parce qu'avant, ça se produisait naturellement. Puis un jour, au cours d'un voyage, je me dis, mais bon, je suis là. C'est très intéressant ce qu'il y a autour de moi. C'est même ébahissant, comme d'habitude. Mais qu'est-ce que je fais si je veux monter dans un univers supérieur? Tu vois? J'avais lu aucun bouquin, moi, dessus. Mais qui parle de ça? Alors, c'est une des choses que je vais écrire bientôt. Parce que j'ai appris ça sur le terrain. Donc, moi, je suis un mécanicien, je te disais tout à l'heure. J'ai mis les mains dans le cambouis pour essayer de réparer des moteurs et j'ai fait toutes les erreurs possibles. C'est pas compliqué, je pense que j'ai pris toutes les impasses possibles. Donc, à force, j'ai appris là où étaient les portes de sortie. Donc là, j'ai appris tout seul, entre guillemets tout seul, que ça veut dire. En fait, peut-être que je me suis ressouvenu comment changer de dimension. Mais les premières fois que j'ai essayé, j'avais des résultats bizarres. Mon corps astral changeait d'aspect, par exemple. Tu vois, ça devenait une espèce de feu d'artifice. Après, il y a des techniques à développer pour justement... J'ai compris après. Et puis, j'ai fini par y arriver. Mais c'est dire quoi, changer d'univers? Changer d'état de conscience. Malheureusement, c'est la loi universelle. Tu changes ton état de conscience, mais véritablement, et tu te retrouves dans un endroit qui correspond. Okay. Et en niveau vibratoire, alors, le terme est impropre, hein, et au niveau géographique, tu te retrouves dans l'endroit que tu as programmé. Alors, l'état de conscience, c'est pas quelque chose de simple. Moi, je le compare à une galaxie avec 400 milliards d'étoiles et un très grand nombre de planètes. Qu'est-ce que tu as allumé? Qu'est-ce que tu as activé là-dedans? C'est hyper complexe. Donc, t'imagines, c'est pas je me sens bien, je me sens pas bien. Pas du tout. C'est pas binaire. C'est très complexe. Donc là aussi, j'ai reçu, depuis que je suis petit, des enseignements, entre guillemets. Alors ça passe comment, les enseignements hors du corps? Il y a un type qui parle, une entité qui te parle. Et c'est marrant parce que quand j'ai confronté ça après, quand j'ai rencontré des voyageurs, on raconte tous les mêmes histoires. Le type, tu le vois pas.
ou il est derrière ton dos, ou il t'apparaît à côté encapuchonné, ou il t'envoie des boules de pensée, ou il t'envoie des boules d'informations complexes. Tu vois, c'est ça. Et moi, j'avais ça souvent. Quand j'étais gamin, souvent, puis après ado et adulte, j'avais ça souvent. Et puis, c'était puissant quand même. Je ramenais ça dans le corps biologique. Qu'est-ce qu'il veut dire, le mec enfin, l'entité. T'es gamin, tu fais attention ou pas, mais au bout d'un moment, des fois, au bout de 30 ans, j'ai compris ce que ça voulait dire. Des fois, j'ai mis du temps. Et en plus, j'ai tendance à me foutre de ce qu'on m'explique. À me foutre complètement de ce qu'on m'explique. J'ai aucun respect, a priori, enfin, j'ai aucune crainte, respect au sens crainte, de quelque entité que ce soit, parce qu'en dehors du corps, tu es invulnérable. Qu'est-ce que tu veux qui t'arrive? Tu es déjà mort. Elle ne va pas détruire ton corps de lumière, tu sais que c'est pas possible. Donc tu es totalement... Tu es beaucoup mieux que Superman. Hein. Tu n'as pas de kryptonite qui te menace. Tu vas beaucoup plus vite que lui, parce que lui, il voyage très lentement. Nous, les voyageurs, on va beaucoup plus vite que Superman. Hein. C'est juste un rigolo qui se déplace comme une limace. Voilà. Alors oui, j'étais en train d'expliquer quelque chose. Oui, donc c'est de temps en 100%. temps, dans un cas sur 20, un cas sur 30, j'ai pas fait de statistiques. Je voulais aller quelque part et j'étais comme tiré ailleurs. Alors, réflexe du clébard moyen, c'est que moi, je tirais à l'endroit où je voulais aller. Comme un forcené. Je chantais une force, mais vraiment comme si j'étais au bout d'une laisse qui me tirait par là. Et les premières fois, je me suis obstiné longtemps, et je réussis très souvent à aller où je voulais. Au bout d'un moment, ça se lâchait. Et puis, à la longue, j'ai fini par me dire, voyons où ça me mène si je me laisse faire. Mais j'ai commencé par, voilà, je suis têtu. Non, je veux pas aller là. Rien à faire, si c'est intéressant pas, j'y vais pas. Et puis, à chaque fois, ça a été, waouh. Donc, c'est assez récent. Hein. Je parle de ça il y a peut-être 15 ans où j'ai commencé à dire, finalement, c'est intéressant. Tu vois. Donc maintenant, quand quelqu'un veut intervenir, alors quelquefois, il se présente ouvertement aussi. Hein, il me dit, écoute, suis-moi, voire il me prend. Donc c'est des entités qui te guident quelque part. Enfin, il me guide, il y en a qui m'attrapent. C'est un guide, il parle. Oui, des fois, il te tire avec un lien, on va dire, astralo-énergétique. Des fois, il te chope. Il t'emmène, toi. Il t'attrape. Et puis, tu te fais pas le malin. Hein. Parce que, genre, t'as un mec de 10 mètres de haut qui t'attrape et qui te dit, viens avec moi. Oui. Voilà, donc tu les suis. Enfin, là, t'es obligé. Et puis, il te pose quelque part. En général, il se casse. Voilà. Et puis, là, tu te dis, en général, il y a quoi à voir, quoi. Donc là, je sais qu'il faut attendre. S'il y a quelque chose à attendre. Soit les choses à apprendre ou à observer se déroulent immédiatement, soit il faut attendre. Tu as tout le temps en dehors du corps. Si tu veux qu'il t'arrive, tu t'ennuies pas. Tu regardes, tu traînes, tu regardes tes mains, tu regardes le ciel, tu regardes tout ce qu'il y a. Tu regardes les myriades de particules de vie dans tout ce qui t'entoure. Tu peux pas... Impossible de t'ennuyer. C'est impossible. Donc, en attendant qu'il se passe quelque chose de particulier, tu regardes. Voilà. Et puis, voilà, il arrive ce qu'il arrive. Et c'est adapté à ce que tu es censé apprendre. C'est toujours un enseignement qui vient à un moment particulier. Oui, comme dans ces cas-là, c'est ce qui arrive, un enseignement. Ouais. Bon, ils sont sympas quand même. Ils ne te tiennent pas rigueur de l'entêtement. Enfin, en tout cas, moi, je suis très têtu. Et puis, j'ai tendance à les rudoyer aussi, comme les formes d'utilisation de mots, enfin de concepts que je disais tout à l'heure. Foutez-moi la paix, j'ai envie de me promener. Mais votre enseignement, j'en ai rien à faire. Voilà. Moi, c'est des formules que j'ai utilisées souvent. Et cette absence de crainte qu'on appelle du respect, biologiquement, me sert aussi parce que quand j'ai eu l'occasion de rencontrer les anges, ce que j'ai raconté, ce genre de choses, je ne savais même pas qu'ils existaient, je croyais que c'était des blagues, ça. Ah oui, donc il y a des démons, mais il y a aussi des anges. Ah oui, je ne croyais pas du tout que ça. Je croyais que c'était une blague. Vraiment, sincèrement. Jusqu'à ce que je m'en tape un. Le premier, comme ça. C'est une espèce de chérubin. J'ai cru que c'était une blague. Et il y a quelques années, j'habitais déjà à l'endroit où j'habite. Lors d'un voyage, je me retrouve dans un monde supérieur, très lumineux. Et là, je vois des anges avec des ailes. Bon, là, pour le coup, je n'ai pas été surpris. Je me dis, ils existent vraiment, pour le coup, parce que j'en ai déjà vu un il y a quelques années, mais c'était un chérubin. Donc, donc je me dis, j'aimerais bien parler avec eux. Tu sais, avec le langage universel.
Et donc je regarde, je fais une investigation autour de moi, il y en avait pas mal. Et celui qui était le plus proche de moi a accepté la communication. Tu vois, t'envoies une boule de pensée du style... parce que tous les êtres de la création sont ouverts ou fermés. Tu sens, tu vois tout de suite si c'est possible de communiquer avec toi. Ils sont concentrés sur autre chose, ils n'ont pas envie de s'occuper de toi. Le type... J'appelle type, mais bon, c'est comme ça. Qui était le plus proche de moi, géographiquement, il accepte de parler avec moi. Avec des ailes balèzes, hein. Vraiment, ce genre de truc, par rapport à sa taille, si tu veux, 3-4 fois plus long que sa taille. Sa taille, tu vois, humanoïde. Donc, je lui dis... je suis très irrespectueux. Je l'attaque direct et je lui dis... tu peux me dire à quoi ça sert d'avoir des ailes ici, vu que, comme tout le monde, on n'a strictement pas besoin de ça pour voler, hein. C'est vraiment n'importe quoi d'avoir des ailes, hein. C'est plus facile de voler, c'est ça? Le type, il se démonte pas. Je te jure, ça s'est passé comme ça. Il se démonte pas, il me dit, mais regarde-toi, tu as des pieds. Tu peux me dire à quoi ça sert, tes pieds, là? Tu as besoin de marcher pour te déplacer, peut-être? Dit-on. Donc, il m'explique que c'est une espèce de convention. Voilà, qu'on reproduit une forme donnée. Voilà, bon, voilà. Et là, sans crier gare, il modifie la structure de mon corps astral. C'est là que j'ai appris qu'on pouvait le faire. Après, je me suis amusé sur d'autres à faire ça. Mais je ne savais même pas que c'était possible. Et il me fait pousser des ailes d'ange. Dis donc. Et là, il les étend devant moi, et comme de là au canapé, tu vois, si j'avais cette taille-là. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Les grandes ailes blanches comme ça. Et je commence à les bouger. Tu sais, à partir de là, j'ai dit, bah oui, c'est intéressant. Je ne sais pas où vous voulez en venir. Il dit, tu vois. Voilà, on a eu une conversation là-dessus. Enfin, à partir de là, une conversation normale. Parce que moi, je suis vraiment un singe. Hein, tu vois ce que je veux dire? Ça va pas loin. Et donc, il s'est mis à mon niveau. Bon, sympa. On a une conversation intéressante, assez longue, qui a commencé, comme je viens de l'expliquer. Mais il y avait un tel raffut dans cet endroit-là, parce que le ciel était chargé, il y avait des oiseaux magnifiques. Il faisait tellement de bruit, c'était tellement puissant qu'il y a un moment, j'étais ramené à mon corps à cause de ça. Et quand j'ai ramené le souvenir de la conversation avec l'ange, j'ai cru que le souvenir de la puissance du cri, il y avait plein d'oiseaux dans le ciel, oiseaux magnifiques. Et crier tellement fort, j'ai cru que ramener le souvenir de mon corps biologique allait détruire mon corps biologique. Pour moi, c'était comme une explosion nucléaire. Je me dis, mais je vais mourir. Enfin, je vais détruire mon corps avec ce souvenir-là. Les gens n'ont pas idée de ce que c'est. S'imaginent, je sais pas, peut-être que les mondes supérieurs, on flotte dans une espèce de coton et tout ça. C'est d'une réalité, d'une dureté, d'une puissance. Les couleurs, la réalité, la conscience, les sons. C'est d'une puissance phénoménale. Les gens n'ont pas idée de ça. C'est là, c'est pas un rêve, c'est le contraire. Tu es sorti du rêve. Là, on est en train de rêver. Toi et moi, on est en train de dormir profondément. Sur un état de conscience, on va dire standard, on est à 1%. Là-bas, tu es à 300%. Ah, c'est dingue. C'est le contraire, tu es réveillé. Donc, les anges existent, je le certifie alors. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui vont se dire il est ma boule, mais on m'aurait dit ça, on m'aurait raconté ça il y a 30 ans, 40 ans, je dis vous êtes barjot. Hein. Sauf que je me les suis tapés. Et ils existent vraiment. Ah, comme quoi. Ils sont très sympas. Bon, en tout cas, ceux à qui j'ai parlé. Bon, eh ben, je ne sais pas depuis combien de temps on discute, mais je crois que ça fait un bon moment et j'aurais encore 10 000 questions à te poser. Vas-y. Oui, pas tard. Je crois qu'on m'a fait signe qu'il fallait conclure. Ah bah donc, ça va. On va gentiment conclure cette interview, mais je pense qu'il faudra que tu reviennes parce qu'il y a encore plein de choses. Alors moi, je répète quand même quelque chose. Il n'y a rien d'extraordinaire à tout ça. C'est la normalité, je répète. Moi, je ne suis pas une créature supérieure. Je présente ici des aptitudes normales. Ce sera la normalité de l'humanité future, à un moment ou à un autre. Voilà. C'est vérifiable. C'est-à-dire la personne qui se penche vraiment sur la question et qui travaille dans le bon sens va pouvoir vivre cette expérience. Enfin, en tout cas, il se donne beaucoup de chances d'y arriver. C'est juste une question de pratique. Je parle du voyageur du corps ou même de la vision de l'aura ou des souvenirs du vie antérieure. C'est tout à fait objectif. C'est pas du délire. Et il faut arrêter de s'imaginer tout un tas de trucs autour de ça. Et je répète, il y a beaucoup de choses qui circulent qui sont totalement fausses. Voilà. Et sur les civilisations extraterrestres, et sur le voyageur du corps, et sur beaucoup d'autres choses. Et ça, c'est une certitude. Hein.
Je ne fais pas un jugement péremptoire du style j'ai lu un bouquin, j'ai compris que... Non, non, non. Moi, je ne lis pas de bouquins, très peu. Hein, et si j'ai des bouquins, ce n'est pas là-dessus. Je répète, c'est une expérience de terrain qui est plutôt longue maintenant par rapport à une vie moyenne terrestre. Voilà. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui sait tout. S'il y a quelque chose que le voyageur comprend, ou toute personne censée comprend, c'est qu'au fur et à mesure où certaines connaissances commencent à arriver, on comprend qu'on ne comprend rien et qu'on ne sait rien. Voilà. C'est l'étendue de notre ignorance apparaît de plus en plus. Donc on peut faire les malins devant un micro en disant ça, je suis sûr de ça, mais c'est une révolution à chaque fois. Chaque voyage, on revient en disant oh là là, il y a une période où on se déconstruit plus qu'on se construit. Et ça, c'est pas si facile que ça à gérer. Faut être patient. Merci beaucoup Marc, c'est passionnant et puis j'espère que tu auras l'occasion de revenir pour qu'on puisse continuer cette conversation. Mais merci Florent. Voilà, c'est fascinant de découvrir avec ton expérience de terrain justement l'homme de terrain, l'exploration de ces mondes. Les mots sont impuissants, mais ils ont une vertu, c'est peut-être d'inciter les gens à l'expérience directe. S'ils servent à quelque chose, les mots, y compris les mots qui sont dans un livre, c'est à inciter les gens à passer à l'action. Sinon, c'est simplement une jolie histoire que d'autres vont vérifier, que tout le monde va vérifier une fois que la destruction du corps biologique va arriver. Mais ça peut être de la distraction ou ça peut être un passage à l'action. Voilà, c'est au choix de chacun. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, ça dépend des plans de vie. Merci beaucoup. Merci Florent. Marc. Merci.